Donc il y a eu le débat entre le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca sur le niveau. Finalement, on est resté dans, même si ça s'appelait Organisation de l'Unité africaine, il y avait davantage de coopération que d'autres choses. Donc on n'a pas pu intégrer les questions de défense et de sécurité en 1963. Tout le contraire en 2000. En 2000, quand on a créé l'UA, on a pris en considération ce qui s'est passé dans la décennie 90. C'est quoi? Je parle des guerres au Libéria, en Sierra Leone, du génocide rwandais, donc du retour des nouvelles formes de conflictualité qui sont apparues. Ce qui fait que dans le traité de l'Union africaine, on a mis en place une défense africaine. L'Union africaine dit d'abord, l'Union africaine dit dans son traité, à chaque fois qu'il y a des violations massives des droits de l'homme, que ce soit les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes d'agression, l'Union africaine peut réagir dans un État. Comment ça se fait maintenant? On instaure une défense africaine pour pouvoir le faire. Cette défense s'organise autour de ce qu'on appelle l'APSA, l'architecture de paix et de sécurité en Afrique. L'Union africaine a créé un conseil de paix et de sécurité à l'image du conseil de sécurité qui est chargé donc de monitorer les questions de sécurité et d'orienter le commissaire, donc le président de la commission donc, pour les mesures à prendre. Il y a un conseil des sages qui est chargé de faire de la diplomatie préventive pour éviter les crises. Il y a un système continental d'alerte rapide qui est chargé de surveiller toutes les formes de violence et d'insécurité. Même s'il y a des accidents de la route, des violences basées sur le genre, des manifestations d'étudiants, en théorie, c'est reporté à l'Union africaine. Mais l'Union africaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'inscrit dans le même principe de subsidiarité, c'est-à-dire la défense. L'action de l'Union africaine s'appuie sur les organisations régionales. Le monitoring des menaces à l'insécurité s'appuie sur les 5 grandes communautés économiques régionales. Nord, Sud, Est, Ouest, Centre. En même temps aussi, l'intervention éventuelle s'appuie sur le même principe. L'Union africaine a créé la force africaine en attente, dont certains ont sûrement entendu parler. Cette force s'appuie sur 5 brigades régionales. C'est ça l'articulation. Donc dès le départ, pour vider la question, les organisations communautaires sont fondées à agir. Ça existe. Elles ont même déjà agi. Si je prends la CEDEAO, on a l'exemple de l'ECOMOG qui est intervenu au Libéria, dans la guerre civile, avec une très belle participation de l'armée sénégalaise, mémorable. En Guinée-Bissau, quand Ansoumana Mané a renversé Nino Vieira en 1998, l'ECOMOG est intervenu avec une composante de l'armée sénégalaise. Donc il y a une tradition d'intervention des forces communautaires. Et l'Union africaine est venue renforcer ces prérogatives-là. Mais le problème, il est où? Il est dans la mise en œuvre. C'est-à-dire, sur les textes, théoriquement, tout existe. Mais on est quand même dans la mise en œuvre. Parce que la force de la CEDEAO n'est que la force des États réunis. Mais si déjà les armées n'ont pas des armes, si les États n'ont pas des armées professionnelles, si les États n'ont pas de moyens, ça veut dire que la CEDEAO n'a pas de moyens. La brigade régionale, elle n'est constituée que des forces de différents États. Or, ce sont ces problèmes-là. Des armées qui ne sont pas professionnelles, des armées qui ne sont pas formées, des armées où règne la corruption, comme dans les autres corps de nos États, des armées qui n'ont pas de moyens. C'est pourquoi c'est problématique. En 2012 au Mali, il y a eu la MISEMA, la mission de la CEDEAO au Mali, qui a été adoptée sur le papier, mais qu'on n'a pas pu mettre en œuvre, faute de moyens. Pas de logistique, pas de moyens financiers. Parce que déployer des soldats, c'est beaucoup d'argent. Donc, on a laissé la place à l'Union africaine, elle-même qui n'a pas eu les moyens. Donc, finalement, on a laissé la place à la MINUSMA, les Nations Unies, qui sont venus mettre les moyens. Donc, théoriquement, ça existe, mais dans la mise en œuvre, ça pose problème. Donc, ce qui me permet, toujours sur la même question, donc, de voir l'alternative qui a été trouvée. Parce que l'intervention des organisations régionales s'inscrit dans la logique de la sécurité collective. Mais les États à côté ont trouvé la solution de la défense, des alliances de défense. L'exemple du G5 Sahel. Quand la menace a commencé à se répandre dans les pays voisins et qu'on a senti la menace s'agrandir, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad ont créé une alliance qui ont appelé G5 Sahel avec une force conjointe qui, contrairement aux missions classiques de la sécurité collective, est une force offensive contre les terroristes. Donc des gens qui se lèvent en se disant on va chercher les terroristes et les éliminer. Ce qui n'est pas toujours le cas de la CEDEAO
ou des Nations Unies. Donc le G5 a été créé, mais qui a connu des problèmes politiques en interne. Actuellement, vous avez l'initiative d'ACTRA qui a été créée, donc aussi qui répond un peu à la menace parce que le terrorisme va vers les pays côtiers, donc on a créé l'initiative d'ACTRA. Et depuis quelques mois, vous avez entendu la CEDEAO qui revient au devant de la scène pour dire qu'elle veut créer une force contre le terrorisme et contre les coups d'État. La grosse bêtise dans l'initiative, c'est de dire une force contre les coups d'État. Ça n'a aucun sens en réalité. Contre le terrorisme, ça a un sens, mais ça existe en théorie dans la charte. Il faut faire les efforts de la mise en œuvre. À ce niveau, c'est ça le gros défi. Pour que les organisations communautaires interviennent, il faut leur donner les moyens d'agir et renforcer la prise de conscience. Je pense que la prise de conscience aujourd'hui, elle est là, et surtout les moyens d'agir, c'est ce qui manque. Les États n'ont pas toujours le même intérêt à agir, malheureusement. Face à la crise au Mali, les différents États de la CEDEAO n'ont pas le même intérêt à agir. On est exposé différemment à la menace. Le Burkina, le Mali et le Niger ont tous les intérêts du monde à agir, à mettre leurs moyens dans cette force-là. Mais il y a des États qui ont moins d'intérêt à le faire. Comment concilier tout ceci? C'est ça le problème. L'intervention de la CEDEAO serait utile parce qu'elle permettrait d'éviter, en tout cas d'amoindrir la question des forces étrangères. Donc ça permet d'aller directement à cette question-là, donc qui a été posée par Ibrahim qui anime les forces étrangères. Alors, un État, bon, selon les réalistes, je pense que on a de grands universitaires ici, des grands universitaires, vous autres là. Les États sont animés par des intérêts. Ce n'est pas péjoratif, c'est la réalité. Quand la France se déploie au Sahel, bien sûr, la France, comme puissance coloniale, agit dans ce qui était son précaré. Mais au-delà, pour la France, c'est une manière de continuer d'exister dans cette zone-là. Donc, en agissant au Sahel, la France se renforce comme pays, comme partenaire incontournable pour les États du Sahel. Et cette posture de partenaire incontournable ouvre la voie aux facilités des choses à la France. Ce n'est pas la question sécuritaire au sens classique, le fait de penser que les terroristes du Mali vont venir vers la France, mais au-delà de ça, c'est une manière pour la France d'exister dans sa zone, parce qu'aujourd'hui, la concurrence a fait qu'il y a d'autres pays, d'autres puissances qui sont présentes au Sahel, et parfois sur d'autres plans qui sont beaucoup plus compétitifs. Donc la présence de la France à ce niveau-là, c'est surtout pour satisfaire des intérêts. Ce n'est pas une solidarité non intéressée. Et ça aussi, il faut l'accepter. Il faut reconnaître à la France comme un État d'avoir des intérêts, d'avoir des ambitions. Maintenant, la question, c'est nous aujourd'hui, comment on fait pour défendre nos intérêts et respecter nos ambitions. Donc les forces étrangères sont dans une dynamique de positionnement. C'est pourquoi d'ailleurs, quand elles sont nombreuses chez nous, elles délocalisent leurs guerres chez nous. Malheureusement, c'est un peu ce qu'on a observé dans le Sahel. Donc l'intérêt de la CEDEAO d'agir, c'est de ne pas laisser la place aux forces étrangères. Si la MICEMA était parvenue à agir correctement en 2012, on n'aurait peut-être pas connu l'évolution de la présence des forces étrangères et toute la bataille que ça a amené aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Donc vous le connaissez, vous savez bien comment aujourd'hui il y a une grosse guerre entre les Français, les Russes, les Chinois, les Turcs aujourd'hui dans la zone. Et ça porte un risque pour nos États. Parce que c'est des acteurs qui n'hésitent pas à saisir n'importe quelle opportunité. Donc notre rôle à nous aussi, c'est de ne pas leur offrir ces opportunités-là pour s'ingérer dans nos affaires. Alors, Ibrahim a également demandé pourquoi faire un trajet pour s'attaquer à un pays. Donc les terroristes qui quitteraient la Libye, la Syrie, l'Irak. Alors ça fait bizarre, mais il y a des gens dont le métier c'est la guerre. Vous vous formez en tant que juriste, informaticien, autre chose. Il y a des gens, leur savoir-faire c'est la guerre, qui vendent leur service. Vous savez qu'il y a des Libériens qui sont partis se battre en Irak pour les États-Unis, vous savez. Bon, aujourd'hui on parle de Wagner comme blitzkrieg, mais les Américains en ont fait beaucoup plus. Les Américains ont recruté des Libériens, des Sierra Leone, des Mexicains, des Colombiens pour les amener en Irak. Parce que c'est des gens qui ont connu la guerre de 90, toute la décennie 90. Les Américains payaient bien, ils sont partis se battre pour se faire payer. C'est comme le conflit au Yémen, les Saoudiens sont allés recruter des Sud-Américains qui n'ont rien à voir avec les mêmes pour aller se battre. Il y a des gens dont le métier c'est la guerre. Des gens s'engagent dans les groupes terroristes parce que ça paye. Les enquêtes, les recherches au centre du Mali le montrent carrément. Les groupes terroristes parfois payent 200 à 250 000 de salaire mensuel.
pour des jeunes qui n'espéraient pas de leur vie avoir un salaire de 100 000 par mois. Donc certains s'engagent tout simplement, c'est pas l'islam, c'est pas autre chose, parce qu'il y a un salaire à la fin. Après maintenant, il y a des gens qui ont des compétences tellement pourries, mais qu'elles les offrent en Syrie, en Irak, en Libye, au Sahel, en Centrafrique, en Afrique de l'Est. Donc il y a une internationale terroriste où des grands cadres très compétents vendent leurs services partout. Voilà, donc ça, il ne faut pas le occulter. Est-ce que le Sénégal est épargné? C'est la dernière question d'Ibrahim. Alors, je vais un peu aborder dans mon exposé. Aucun pays n'est épargné en réalité. Parce que le terrorisme, parfois, c'est des motivations qui vont de A à Z en réalité. Donc, certains vont le faire parce que c'est l'islam, parce qu'ils pensent que c'est l'islam. D'autres vont le faire parce que c'est une forme de contestation, parce que c'est une revanche. Pour X raisons. Pour l'argent. Donc c'est difficile. Jusque-là, quand même, il faut reconnaître que le Sénégal s'en sort assez bien. Il faut remercier le bon Dieu. Également, reconnaître les efforts qui ont été fournis par les autorités. Ça, je l'ai dit et répété. Ça ne date pas de 2008, mais depuis longtemps, le Sénégal a travaillé. On a beaucoup de problèmes au Sénégal, il faut le dire. Mais quand même, sur certains côtés, vraiment, on a des choses à valoriser et à apprécier. On a un islam au Sénégal. Moi, j'ai vécu au Mali pendant 6 ans. Moi, j'ai étudié au Britannique militaire de Kati. J'ai vécu au Mali pendant 6 ans. Yeah, my success is the only air that she breathes. Applaudissements s'il vous plaît. L'équipe là. Spend the rest of my life with you. This ain't no show.